avant votre maladie, vous étiez qui? Vous faisiez quoi? Un petit bonhomme qui pensait, d'abord, je pensais être immortel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent être immortels, mais moi je pensais être immortel. J'étais entrepreneur, donc j'avais la vie devant moi, j'entreprenais, j'avais plusieurs projets d'entreprise, tout allait bien. J'avais un agenda qui était plus rempli que celui de Sarkozy et Hollande réunis. Donc rien ne pouvait s'arrêter. Et puis un jour, voilà, je rencontre le syndrome de Guillain-Barré qui me scotche, qui me rend tétraplégique d'une manière violente. Je peux dire en 2 mots qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, Allez-y. c'est loin d'être atypique, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui jouent au loto. Si. En fait, pour jouer et gagner surtout au loto, c'est une chance sur 70 millions, je crois. Et à l'euro-million, c'est une sur 170 000, je crois. Et donc au Guillain-Barré, c'est une chance sur 200 000, bande de vénards. Vous avez plus de chances d'avoir ce putain de Guillain-Barré que du loto. Alors là, je vais peut-être vous gâcher la soirée, mais c'est ainsi. C'est suite à une infection virale souvent banale. La plupart du temps, c'est une gastro. Moi, j'ai eu une otite. C'est un virus. Et en fait, le système immunitaire va se mettre à déconner. Il n'y a pas d'autre mot. Il va confondre le virus qui attaque le patient avec la gaine de myéline qui entoure les nerfs. Vous savez, les nerfs, c'est comme un fil électrique. Le cœur du nerf, c'est comme le cuivre, c'est l'axone. Et autour, il y a une gaine de myéline qui accélère l'influx nerveux. Ainsi, pour faire ça, à toute vitesse de mon cerveau, ou ce qu'il en reste jusqu'au bout des doigts, la gaine de myéline sert à ça. Donc, le syndrome de Guillain-Barré, il y a une confusion. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui. À un moment donné, le système immunitaire va se mettre à déconner et va se retourner contre soi. C'est une maladie auto-immune. Voilà, donc je reviens de vacances, je suis en pleine forme, j'ai plein de projets d'entreprise, j'ai plein de choses à faire et juste avant de partir de vacances, je me suis piqué par une méduse à l'œil en sortant de plongée parce que je faisais beaucoup de sport. Enfin, c'est pas la raison. Elle ne m'avait pas repéré. Donc je relève mon masque et je me fais piquer par cette méduse et immédiatement j'ai ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Je suis couché dans le bateau. J'avais l'impression qu'il y avait une aiguille qui s'enfonçait dans mon œil. Bref. 1 heure de temps, on me rapatrie au port et puis voilà, je revais, ça va mieux et version courte, le lendemain, je fais une otite atypique. Et c'est là que tout commence. J'ai l'impression d'être attaqué par des oursins dans l'oreille. Ça traîne pendant 8-15 jours. Et c'est toujours comme ça dans tous les Guillain-Barré. Ça traîne 15 jours après. Il y a 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de destruction. Ça ne doit pas durer plus de 4 semaines. On commence à être envahi par des fourmis dans les 4 extrémités, les mains et les pieds. C'est le système immunitaire qui commence à désagréger la myéline. Donc phase de destruction de la myéline. Le lendemain matin, pour me lever dans ma douche, je m'écroule. Au secours, ma femme, est-ce que tu peux me remettre debout? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, voilà, cette destruction commence à m'envahir. Et heureusement, j'ai une amie qui est médecin qui passait par là. Enfin, c'est ma femme qui avait dit halte là, mon mec n'est pas très bien. Et effectivement, je commençais à être en vrac. Et elle détecte, heureusement, très rapidement, que c'est un Guillain-Barré. Parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui en France et dans le monde, qui ne sont pas détectés immédiatement du Guillain-Barré. Et ça peut être très grave parce que tous les nerfs moteurs sont impliqués, y compris le nerf de la respiration, le nerf du diaphragme, le nerf de la déglutition et tous les nerfs moteurs. Donc ça, c'est une urgence, direction l'AREA. Voilà, pour un voyage au bout de l'enfer d'environ 14 mois, 3 mois de réanimation. Et N'allons pas trop vite. Oui, pas trop vite. un peu de suspense. Un peu de suspense quand même. Alors, quand on vous dit syndrome de Guillain-Barré, oui. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, Guillain-Barré, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le nom d'une rue, mais certainement pas le nom d'une impasse sur ma vie, bien évidemment.
mal barré. J'étais vraiment, oui, je ne sais pas qui a dit ça, mais effectivement, en fait, c'est deux neurologues, Monsieur Guillain et Monsieur Barré. Non, d'ailleurs, ils sont trois. Monsieur Strawn, il y en a un troisième, mais l'histoire n'a pas retenu son nom, qui ont découvert cette maladie, enfin, qui ont mis un nom à ce dérèglement au début du siècle. Ouais. Il y en a partout dans le monde, hommes, femmes. Enfants, vieillards, asiatiques, européens, enfin il y en a partout sur la planète et on ne sait toujours pas pourquoi. À un moment, moi j'ai ma réponse. Et, enfin, certains chercheurs aussi ont cette réponse, mais on ne peut pas l'identifier d'une manière certaine pourquoi le système immunitaire va se mettre à déconner là et pas avant ni après. Aujourd'hui, j'ai pas eu la grippe, mais je peux l'avoir, mon système immunitaire va se remettre à fonctionner. Et juste un petit, parce que je pense que dans la salle, il peut y avoir des gens qui ont côtoyé le Guillain-Barré dans leur famille, parce que c'est quelque chose qui est relativement répandu. Je vous ai dit, il y a une chance sur 200 000 qu'on puisse l'attraper. Il y a environ 5 000 cas en France chaque année. Dans le monde, il y en a, je ne sais pas, bon, il suffit de multiplier, puisque c'est statistique. J'imagine qu'à Mulhouse, là, en Réa, il doit y avoir un Guillain-Barré d'hospitalisés. Ainsi, à Orléans, à la Réa, souvent le chef de la Réa me demande d'intervenir pour apposer les mains, pour faire des génuflexions, enfin, pour dire mais non, on peut se remettre debout de cette putain de maladie. Alors, non, non, mais allez-y, oui, allez-y. Bon, alors donc, mais je vais vous interrompre. Hein. Ah bah, oui, mais vous pouvez tout faire. Je sais me défendre. Oui, il y a plusieurs types de Guillain-Barré. La plupart du temps, il y a 70% des cas. Ça se déroule toujours de la même manière. 3 phases. Première phase de destruction, ça ne doit pas durer 4 semaines. Parce qu'au-delà, ce n'est plus un Guillain-Barré, c'est ce que j'ai eu, c'est une polyradiculonévrite démyélinisante de forme axonale subaiguë. Vous pouvez respirer. En général, les patients sont plus compétents que les médecins pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Donc là, c'est un autre cas. On va l'aborder un peu, très rapidement, hein, ne vous inquiétez pas. Donc phase de destruction, 4 semaines. Ensuite, ce qu'on appelle la phase plateau. Le corps comprend qu'il vient de faire une très grosse connerie, donc la destruction s'arrête. Et ensuite, il y a une phase de reconstruction. On ne sait pas pourquoi. La myéline va se recoller progressivement autour de l'axone. Ça, c'est 70% des cas. Ensuite, il y a, je ne vais pas rappeler la polyradiculonévrite, au-delà de 4 semaines, et moi, ça a duré 2 mois. Donc là, c'est un cas très grave. Dans les premiers cas, 70%, les gens se relèvent au bout de 6 mois, 1 an. Je connais même quelqu'un, l'ami d'une amie, qui a eu ces symptômes-là, ça a duré 8 jours, des picotements. Ça s'est arrêté très rapidement, et puis elle est repartie. Je crois qu'elle n'a même pas eu un petit arrêt maladie. Il y a des gens vénards. C'est le loto, ça. C'est le loto, voilà. Et dans mon cas, les gens ont toujours des séquelles et environ 20% des gens meurent des conséquences du Guillain-Barré. Et les gens restent avec des séquelles très graves, tétraplégiques, la plupart du temps. Donc, vous allez me dire, et moi je me mets debout pour faire mon malin. Et pourquoi moi je suis debout? Alors théoriquement, la médecine m'avait condamné. Je vais vous le dire, parce que je suis un homme extraordinaire. C'est agréable. J'ai un Mulhouse pour... Mais je confirme, parce qu'en fait j'appartiens à l'espèce humaine, et on a tous des forces extraordinaires. C'est ça que je veux signifier. Quelque part, j'ai eu la chance de croire en moi. Il y a eu une interview, une fois j'étais interviewé par Ardisson, et forcément, à la fin, la question, et Dieu dans tout ça, Claude, mais vous croyez à quoi pour vous mettre debout, hein? Et alors, ce qui est marrant, c'est que la réponse, dans l'émission d'Ardisson, c'est les conditions du direct, mais il coupe. Hein, à la fin, ce que vous voyez, c'est coupé. Et donc, ma réponse, c'était, à la question, et Claude, vous croyez en quoi? C'était... je crois en moi, je sais pas, je doute, je crois en l'être humain, je crois, je sais pas, je doute beaucoup en fait que de voir l'immensité, et je fais un discours un peu à 2 balles, façon psychologie de bazar, et au montage, Claude Pinault, vous croyez en quoi? Je crois en moi. Et puis ça continue.
Alors effectivement, j'étais un petit peu en colère. J'ai dit à mon éditeur, mais c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Puis finalement, si, je crois que la clé de ce qui m'est arrivé, c'est de croire au fait qu'on est assez extraordinaire. On a des forces. Peut-être je dirais mon secret à la fin. Le mental, je l'ai éprouvé. Il y a beaucoup de professeurs et même à l'INSERM, on a recherché qu'est-ce qui a pu m'arriver. Parce que théoriquement, je ne suis pas programmé pour être debout. Je suis programmé pour être définitivement en fauteuil. Et comme je ne le savais pas, il y a une phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, pour répondre à votre question, Hervé, je ne connaissais pas le Guillain-Barré, évidemment. Quand on est venu m'apprendre qu'est-ce que j'avais, attendez, docteur, moi, la semaine prochaine, j'ai du boulot, hein, il ne s'agit pas de, je ne vais pas rester là en réanimation. Et oui, mais ça ne va pas se faire comme ça quand même, ça risque d'être long. Effectivement, 1 an et demi. Est-ce que vous voulez rester debout? Oui, j'aime bien être debout. D'accord. Puisque maintenant, je suis un... Ça fait longtemps qu'on m'avait pas fait le coup, donc il faut que... Non, mais... Il y en a un ou deux par an comme ça qui veut rester debout, donc je m'adapte. Les handicapés sont toujours oui, debout. Oui. Non. Hein, donc... Oui, mais il y en avait d'autres. Les handicapés sont debout. On a tous nos handicaps, genre, tu sais. La station debout est extraordinaire. J'aimerais qu'on revienne au début de votre maladie et que vous nous expliquiez le processus, c'est-à-dire au bout de combien de temps vos membres se sont mis à ne plus répondre, et au bout de combien de temps vous ne pouviez plus bouger du tout? 24 heures. Enfin, c'est-à-dire que 24 heures, j'ai eu mes picotements. Le lendemain, je me suis levé dans la nuit pour faire mon pipi et j'ai eu du mal. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. J'étais envahi par ce sentiment de picotement et des douleurs extrêmes. Oui, parce que dans le Guillain-Barré, cerise sur le mauvais gâteau, non seulement nous sommes tétraplégiques, mais en plus, l'influx nerveux qui ne peut plus aller sur les nerfs moteurs, déborde sur les nerfs sensitifs et on est en proie à des douleurs, ce qu'on appelle les douleurs neurologiques, et elles ne peuvent pas être guéries, atténuées par les antalgiques traditionnels, paracétamol et autres, même pas la morphine. Moi, on ne voulait pas me donner de morphine parce que j'étais au bord de la détresse respiratoire et les effets secondaires de la morphine, c'est la détresse respiratoire. Donc, il a fallu que je m'arrange. Là aussi, j'ai inventé un processus pour arriver à non pas supprimer la douleur, mais à m'en foutre, à la snobber et aller ailleurs. En fait, on l'abordera peut-être, me mettre en conscience externe de mon corps, et j'ai innové tout un tas de choses comme ça. En fait, j'ai fait comme j'ai pu. Mais parlez-nous de la douleur, justement. Dans le livre, vous dites vous êtes attaqué par les chiens. Oui. Alors, nous, on ne peut pas s'imaginer... Alors, oui, il y a un passage, il y a une un chapitre. échelle de la douleur. Donc, vous pouvez nous parler de l'échelle de la douleur. Oui. À quel niveau vous étiez sur cette échelle? Vous savez, vous connaissez l'échelle de la douleur. Quand on est hospitalisé, les médecins, c'est une auto-évaluation, c'est entre 0 et 10. Et donc, au début, flottais entre 5 et 7. Et puis, arrivé à un moment, crescendo, très rapidement, au bout de 8 jours d'hospitalisation en réanimation, je flirtais entre 7 et 9. Quand c'était 10, j'avais compris que 10, c'était génial parce que, paf, le corps débranche toute la conscience et on tombe... enfin, moi, ça tombait bien, j'étais allongé. Alors, je pouvais tomber dans les pommes sans aucun problème. J'étais tout le temps allongé. Et donc, je m'étais dit, mais finalement, 9, c'est pas si terrible que ça. Parce que même si ça va un peu plus haut, eh bien, je suis pas maso, hein, mais je connaissais les limites. J'avais atteint les limites, je savais que je pouvais contrôler. D'ailleurs, je l'avais éprouvé, c'est sans doute le fait que j'ai fait du sport pas de haut niveau, mais de bon niveau à une époque. Et je savais, j'avais expérimenté qu'on peut toujours aller au-delà des douleurs dans l'entraînement. Ça a été un capital, c'est une bibliothèque que j'avais un peu en mémoire et je m'en suis servi énormément pour m'aider. C'était mes premières béquilles intellectuelles avant d'avoir ma béquille physique, là, aujourd'hui, pour venir jusqu'à vous. Faire votre doctorat ou ça. Voilà, j'aime bien, ouais. Il y a un côté, les gens disent, ouais, ça fait très classe. Ouais, t'as raison, je te la prête. Non, pas 5 minutes, toute ta vie. Ah, non, mais 5 minutes, c'est marrant, c'est rigolo, mais toute la vie. Eh ben, c'est marrant aussi. Enfin, c'est marrant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une baguette magique pour me redonner mes jambes d'avant pour faire du marathon. Je suis preneur. Cependant, je crois que ça n'existe pas. Donc, après, il y a deux attitudes. Soit
je vais passer toute la soirée à vous dire, vous savez, c'est terrible ce que je vis. Très très dur. Bon, grâce à ça, je peux avoir des câlinous de temps en temps, c'est vrai. Je suis pas, ça peut marcher, mais en fait, ça pourrit un peu la vie des gens, mais surtout, ça nous pourrit la vie. Quand je suis dans les salons des livres, d'ailleurs, c'est arrivé à Colmar juste après votre visite. Ça arrive très souvent. Il y a toujours une adorable petite mamie qui a lu un de mes livres, enfin le syndrome du bocal, qui dit oui, oui, j'ai vu que à l'intérieur, vous avez gérer votre douleur. Moi-même, avec toutes mes douleurs, j'arrive comme vous à le faire ça. Mais ce matin, il pleuvait. Et quand il pleut, j'ai un peu mal là. Et alors, tous les matins, oh là là là, si vous saviez, etc. Alors, comme à Colmar, il y a toujours beaucoup de monde devant le stand. Alors, je les laisse un peu faire. Je commence à avoir l'expérience. Et puis, elle raconte tous ses malheurs. Et puis, je lui dis, mais vous savez, je ne peux rien contre vos douleurs. Je suis ni psychologue, ni docteur. Alors, oui, mais j'ai mal, docteur. Oui, mais je n'en doute pas. Mais là, on se connaît à peine et vous me parlez de vos douleurs. Donc, vous vous faites du mal. Et souvent, la réponse invariable, c'est « Ouais, mais oui, vous, ça vous va bien, vous n'avez plus mal. Et au moins, vous pouvez faire le mariole, votre docteur House, là. » Eh bien, j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous en savez que j'ai pas mal ?» Ben, ça se voit, vous êtes souriant, vous êtes debout, etc. Et bien, j'ai dit, c'est ça, en fait, le secret. Si jamais vous parlez de vos douleurs, vous mettez des loupes artificielles. Et ça, c'est vraiment réel. Hein, on peut tous l'expérimenter. À la sortie de l'hôpital, au bout d'1 an et demi, évidemment, je suis sorti en... Enfin, évidemment, non, c'est pas évident, en déambulateur et en canne. Et il y avait déjà 6 mois que j'avais demandé au médecin. Vous savez, pour les douleurs neurologiques, ce n'est pas des antalgiques, c'est des neuroleptiques. Bon, il y a un cocktail de 3 neuroleptiques qu'on prend sur mon site internet. Souvent, il est venu là récemment un nouveau neuroleptique. On me dit, mais est-ce que vous avez essayé le nouveau neuroleptique? J'ai du mal à le dire, ça ne veut pas passer. C'est plus difficile que votre mot barbare de tout à l'heure. Oui. Oui, et puis neuroleptique, non, j'aime pas. Depuis, il y a eu le Mediator et j'ai eu l'intuition qu'il fallait pas trop manger de médicaments. Et oui, 6 mois avant, j'ai demandé au responsable, j'ai dit, j'ai toujours mal quand même avec les 3 molécules que vous me donnez. J'aimerais essayer sans. Et il m'a dit, mais vous savez, ça va augmenter vos douleurs. Là, on gère plus ou moins, vous avez des douleurs, mais au moins, ce n'est pas insupportable. J'ai dit, non, mais j'aimerais bien essayer. Oh, mais je vais vous signez-nous une décharge. Docteur, j'ai pas de main. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on va essayer. Pas de main, pas de destin. Pas de main, pas de dentalgique. Non, mais pas de destin, c'est ce que vous... Oui. Hein? Et puis, bah, j'ai essayé. Progressivement, bien sûr, les douleurs ont augmenté, bien sûr. Mais quand on n'a pas d'antalgique, en fait, on n'y pense pas. Ainsi, si vous avez une douleur chronique, vous prenez, alors on va prendre un exemple simple avec un paracétamol, vous avez mal, vous prenez paracétamol et puis 4 heures après, vous gérez, vous dites « Ah, j'ai un petit peu moins mal, un petit peu plus ». Donc on en reprend, on n'en prend pas. Et en fait, on gère toute sa vie pour savoir s'il faut en prendre ou pas en prendre. Là, je sais que je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai comme douleur. Si vous voulez, j'ai envie de me faire plaindre. Non, je ne vous en parlerai pas, mais bien sûr, j'ai énormément de séquelles. Vous voyez, je viens juste de les visualiser, d'y penser. Finalement, elles sont revenues immédiatement, en conscience. Non pas que je les ai, mais en fait, je les distrais. Je distrais je distrais en fait, comment dirais-je, la conscience des douleurs. Je les snob. Voilà, en 2 mots. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... C'est pas grave, je suis là pour ça. C'est très bien. J'aimerais revenir quand même au moment où vous êtes couché. Ah, c'est ça, oui. Où vous êtes donc complètement paralysé. Donc vous êtes un sportif, un ancien sportif de haut niveau, vous avez fait du rugby, vous faites des sports extrêmes, et vous vous retrouvez en 48 heures complètement paralysé. Ouais. Vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus vous alimenter, vous ne pouvez plus aller aux toilettes, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, ça c'est l'état du corps, mais l'état de la tête? Ah ben, c'est une grande claque dans la gueule, hein, bien évidemment. On a combien? On a 1 heure, hein. Je sais pas. Vous prenez votre temps. Non, vous prenez votre temps. Ben, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, là, au cours d'une interview, dans un des chapitres,
je décris, c'est peut-être un peu glauque, mais c'est que des adultes, je crois. Ça peut être glauque, mais c'est aussi souriant, et puis la conclusion est quand même positive, me semble-t-il. Donc, ça fait déjà 8 jours que je suis hospitalisé. Arrive la 2e semaine. Donc, je suis en proie à mes douleurs. Je ne sais encore pas que c'est le Guillain-Barré très grave. Donc, on me lave, on me nettoie. Un jour, on me met une sonde pipi. Je ne vais pas la décrire, je l'ai fait, mais ce n'est pas très glamour. Et puis un jour, on vient me voir et on me dit vous n'êtes pas allé, monsieur Pinault? Je ne suis pas allé. Non, je suis allé nulle part puisque je suis couché. Ah oui. Oui. Je ne suis pas allé à la selle, c'est ça que vous voulez dire. Donc là, aujourd'hui, je vais en parler d'une manière légère, mais c'est terrible. C'est la chose la plus horrible que j'ai pu vivre, entre autres, une des choses. Donc, j'avais dit, mais je ne suis pas de nature constipée. Et en fait, psychologiquement, je n'avais même pas réalisé que ça fait déjà 12 jours que je m'étais, excusez-moi, auto-bouché. Oh ouais, c'est vraiment pas glamour ce que je vais raconter. Mais c'est la vie des handicapés. C'est ça qu'il faut penser de temps en temps. Et c'est peut-être la partie du bouquin qui est, que j'ai ressenti la façon la plus dure. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous a vraiment beaucoup touché, cet épisode-là. Il y a le handicap, il y a tout ça, il y a des moments très difficiles, mais celui-là l'est particulièrement parce que ça touche vraiment la dignité, quoi. Oui, et ça m'a permis peut-être de rebondir. C'est-à-dire que, je vais vous dire en 2 mots comment on procède. On passe du desktop par ici. Enfin, ça ne s'appelle pas le desktop, mais ça revient au même. Ça s'appelle du Forlax, pour ceux qui connaissent, mais les effets sont de même nature. Et un jour arrive l'enfantement maudit. Et ce jour-là, j'ai la chance d'avoir... D'abord, il fallait 3 aides-soignantes pour me manipuler, parce que j'étais douloureux. Il y avait une seule partie pour me manipuler, c'était là, entre le doigt et l'index, la pointe des pieds, et tout le reste, j'avais l'impression de ne plus avoir de peau. C'est le cas de le dire. Comme un grand brûlé, mais pas comme un heureux non-vénard. Donc, on me met sur la position officielle, vous savez, on met un oreiller devant les barreaux de lit, et il y avait une aide-soignante, une femme expérimentée. Enfin, je l'ai vue à son âge possible. Et puis, j'ai écrit, et dans l'interview, je crois que c'était avec Harry Rosenmack, j'écris, l'intervieweur me dit, vous décrivez... On s'était emparé de mon cul au fin de le laver, je subissais un viol hygiénique. Il me dit, mais vous mettez viol, c'est pénal, ça c'est lourd. Et bien j'ai dit, oui monsieur, oui, je l'ai senti comme ça, comme un viol, quoi. Mais ça c'est rien, enfin c'est rien. Il y a une autre chose qui est arrivée, c'est pour ça que de temps en temps on me demande d'intervenir dans des écoles des soignants ou des écoles d'infirmières. Cette aide-soignante expérimentée me maintenait avec les épaules. Et moi, le grand garçon que j'étais à l'époque, non seulement j'étais allongé, on s'était emparé de mon cul au fin de la laver, et je me suis mis à sangloter comme un gamin, en pleurer d'une désespérance terrible. Et cette femme s'en est rendue compte et m'a dit « Oh, c'est qui se met à pleurer, le grand garçon? Mais il ne faut pas pleurer, on a fait ça c'est notre boulot, etc. » Donc elle me tuait une 2e fois, quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais les mots ont une importance, les attitudes ont une importance. J'essaie de... Alors, là, je suis un peu décalé par rapport à ce que je raconte. Évidemment, je l'ai vécu aujourd'hui. Heureusement, il faut avoir des reculs avec ça. Mais je vous incite de temps en temps à penser à la dureté des gens qui sont en fauteuil. Quand je vois des petits malheurs, ça et là, des gens à qui il manque un petit peu d'argent, etc., etc. Enfin, je ne vais pas faire du prosélytisme là-dedans, mais le handicap, c'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. En fait, le handicap est au-delà même la dépendance aux autres. Pouvoir manger seul, je ne remercierai jamais assez, elle s'appelait Olga, j'ai consommé beaucoup d'aides-soignantes et beaucoup d'infirmières, enfin quand je dis consommer, vous m'avez compris. Oh, on en reparlera de ça. On en reparlera, oui. Ah oui, j'en parle un peu. Oui, vous en parlez un peu. Bon, c'est très intéressant. Allez-y. Non, continuez, on en reparlera plus tard. Oui, c'est-à-dire que
je ne remercierai jamais assez les soignants, les médecins, enfin tout le corps médical qui font en sorte qu'on puisse être autonome. Parfois, il m'arrive de dire que pour certaines personnes, le handicap, pour certaines personnes, rester handicap, on a des bénéfices secondaires à le rester. C'est-à-dire que, comment expliquer ça ? On est environné de gens qui sont à notre disposition, des soignants, et on peut se laisser faire, se laisser aller. Et se laisser aller nous empêche de nous bouger les fesses. Enfin, moi, je vois, en tant qu'entrepreneur, si jamais arrive quelque chose de terrible, si on attend tout de l'État, de tout le monde, ben, on ne fait rien. À un moment donné, on est seul sur Terre, quelque part. Il faut être environné de gens aimants, bien évidemment, mais au bout du bout, on est quand même tout seul. Moi, j'étais environné d'une famille aimante, mais tout seul dans mon lit le soir, en proie à mes douleurs, j'étais tout seul. Mes copains qui venaient me voir au début, puisqu'après je ne voulais plus les voir, parce qu'ils me disaient que des conneries. Oh, mais t'as bonne mine. Évidemment, je revenais de vacances, j'étais encore bronzé dans le lit de l'hôpital public. Alors ça, il faut absolument en parler, parce que c'est aussi un moment très drôle, c'est qu'il y a des gens qui vous donnent des phrases toutes faites, des choses qui sont là pour vous rassurer, et finalement, vous en avez marre, vous voulez plus de visite à un moment. Plus de visite. Je dis aussi, enfin, les phrases « ne t'inquiète pas ». Alors ça, celle-là, je l'ai entendue 1000 fois, surtout les jours où il fallait s'inquiéter. D'ailleurs, le personnel soignant a ce tic de langage « ne vous inquiétez pas ». Ben écoute, si tu le dis, c'est que tu le formules, c'est que toi, tu t'inquiètes déjà. Hein. En fait, c'est toi. Tu veux te rassurer, mais c'est très inquiétant. Surtout qu'il n'y a pas, quand derrière, on sent que le cas est très lourd. Les mots ont une importance terrible, même les attitudes. Par exemple, comment on m'a appris que j'avais la forme, la polyradiculonévrite. Pour faire ce constat, on fait une ponction lombaire, une PL. Moi, ça n'a pas réagi tout de suite, donc j'étais à 3 semaines. Et pour faire la différenciation avec du Guillain-Barré vraiment, et puis ma forme axonale très grave, il faut faire ce qu'on appelle un EMG, un électromyogramme. Un électromyogramme, c'est simple, c'est une torture, c'est une gégène. Voilà, on plante des aiguilles au bout du doigt, vous connaissez, c'est sympa, hein, c'est comme les grenouilles, hein, voilà, et on met une petite éponge là, reliée à un fil électrique. Le fil électrique part vers un scope. De l'autre côté, entre le scope et puis moi, il y a un opérateur. Et puis après l'opérateur, il y a le chef neurologue, voilà, et qui interprète qu'est-ce qui se passe. Donc on donne du jus et ça doit bouger, plus ou moins. Alors moi, rien. On va mettre plus de jus. C'est un peu comme dans l'expérience de 1000 grammes. Bla, bla, bla. Oula, ça commence à devenir chaud là. Ça fait mal. Et j'entendais ces deux médecins, des très bons médecins. Hein. D'ailleurs, il y avait marqué chef dessus. Ils étaient en blouse blanche. Ici, chef de la neuro. Des mecs extra. Et je sentais quand même qu'ils bougonnaient. Il y avait des borborithmes un peu bizarres. Oh, l'axone. Alors, moi, j'étais sur mon brancard avec mon scope portatif qui faisait toc, 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 toc. Tchac, tchac, et ça, tac, 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 ça montait de plus en plus, mon cœur. Il y avait ma femme, il y avait mes 2 aides-soignantes. J'étais riche, j'avais plein d'aides-soignantes autour de moi. Et ma femme, derrière, commence à s'inquiéter. C'est quoi l'axone? On ne se souvenait plus tellement qu'est-ce qu'était l'axone. Et il ne lui a pas répondu tout de suite. Elle insistait en disant, vous savez, mon mari, c'est un sportif, il a l'agnac, il va se battre, il va faire de la kiné, etc. Et puis à un moment donné, il ne lui a pas répondu, ma petite dame, mais vous n'avez pas compris, mais dans son ton compassionnel, ça s'entendait très fort. Il lui a dit, mais vous savez, l'axone est touché, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Malheureusement, votre mari ne remarchera plus, ne bougera plus. C'est ce qu'on appelle le diagnostic coup de poing dans la gueule. Excellent médecin, sur le plan psychologique, peut s'améliorer. D'ailleurs, il ne s'est pas vraiment amélioré après. Et heureusement, ensuite, on m'a ramené avec mon scope qui bipait à toute vitesse. Et là aussi, je devais être KO couché. On m'a redescendu à l'hôpital d'Orléans. Voilà, la neuro est en haut.
L'AREA est en bas. Waouh, ils l'ont fait exprès pour la rime. Et quand je suis à l'AREA, alors là je vais te faire de la pub pour le docteur Boulin. Si vous passez par Orléans, si vous avez un problème, allez en REA de ma part, vous allez voir, c'est un mec extra. Lui, c'est un mec d'abord. Il a une blouse blanche, certes, mais c'est d'abord un mec. Accessoirement, ça doit être un excellent chef de service de la réanimation. Il est venu me voir, peu de temps après, il a dit oui, j'ai vu le rapport de l'EMG. Oui, oui. Vous savez, M. Pinault, j'ai vu des cas inexplicables, inexpliqués. La médecine, ce ne sont que des statistiques. En gros, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire de votre maladie. Alors lui, docteur Boulin, je te dis encore merci, parce que tu m'as donné une toute petite graine minuscule qui s'appelle l'espoir, et qui m'a fait croire que, ouais, je peux être un mec extraordinaire, dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris, non, je suis comme tout le monde, mais il m'a laissé l'espoir, et à moi de devenir le petit jardinier fou, où j'ai sans arrêt arrosé cette graine, en faisant quoi? C'est ce que le dernier livre avec une psychologue Marie de Henzel, qui par hasard, on s'est rencontrés, encore une rencontre incroyable avec Marie de Henzel, et qui m'a dit que ça serait bien que tu le mettes en musique, quoi, parce qu'on est tous capables de faire ça. Alors l'espoir, je peux vous le dire, c'est visualiser. J'ai fait une part de PNL, programmation neurolinguistique pour ceux qui connaissent, une part d'auto-hypnose. J'ai fait du Pinault en fait, parce que je ne connaissais pas toutes ces techniques vraiment. J'en avais entendu parler, certes, mais j'étais plutôt de formation scientifique, donc moi, ça me paraissait très ésotérique, très... Je voulais pas rentrer là-dedans. Et puis, quand on est au bord du désespoir, c'est le démerde-toi, mon petit Pinault. Invente ta méthode. Et ouais, c'est l'énergie du désespoir ou non, l'énergie de l'espoir. Ainsi, j'ai rêvé, j'ai fait un voyage immobile, j'ai demandé pas de télévision dans ma chambre, je ne voulais pas voir Dr House, puis il y avait peut-être La Croisière s'amuse, donc ça me faisait chier. Hein. Et je voulais faire mes films. Alors mes films, c'est quoi? C'est des trucs très simples. D'abord, je suis réalisateur, caméraman, je fais tout, la musique. Et justement, je me suis inventé des musiques, j'adore le jazz, je me suis inventé de la musique. J'ai imaginé à nouveau serrer mes enfants dans les bras. Ah, putain, je les aimais. Mais je leur ai dit combien de fois? Oh, j'ai dû leur dire à Noël. Ah, Noël, c'est tout, etc., etc. Putain, mais j'ai été un petit con finalement. Je marchais sur la vie, j'étais entrepreneur, je courais, et je passais à côté de la vraie vie, quoi. Et ça, c'est au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps d'immobilisation vous vous rendez compte de ça? C'est au moment où le Toubib vous donne l'espoir? Non, bien sûr. D'abord, je suis loin d'être un surhomme. Je suis même l'inverse. Je ne suis pas le mec extraordinaire que j'essaie de vous faire croire. Comme tout le monde, comme tout handicapé, comme n'importe qui a un choc terrible, c'est l'abattement, c'est la colère, c'est pourquoi moi, et pourquoi je suis resté en mer, et pourquoi j'ai été piqué par une... Et pourquoi. Mais c'est injuste, et mon copain qui est pochetron, qui boit comme un salaud, et qui fait des conneries, qui fume des pétards tous les... Voilà, alors ça c'est la phase. Pourquoi moi? Moi je mange, je vais boire un coup, ouais, c'est sûr, mais pas... Il y a la colère, et puis après, mais je suis passé à côté de ma vie. J'adore le jazz, je peins, je fais toutes les choses. J'en rencontre des gens qui me disent « Ah la vache, moi quand je vais être à la retraite, je vais me mettre à peindre. » Oui, et pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Parce qu'à la retraite. Ah d'accord, mais tu peux mourir. Oh, Pinault. Ben si, j'ai rencontré, je ne vais pas vous faire la liste, puis je ne veux pas gâcher l'ambiance non plus, parce que bien sûr la vie est belle, mais il faut savoir, vous savez de temps en temps que tout peut arriver, y compris la mort. Donc, hâtons-nous d'être vivants avant de ne plus l'être, quoi. Je dis que des banalités d'usage. Hein. Je suis désolé, mais c'est ainsi. Je ne sais plus si j'ai répondu à la... Je me souviens plus de la question. Alors ça, c'est mes séquelles. Je vais dans tous les sens. À partir de quel moment vous décidez de reprendre les clés de votre corps? C'est ce que vous dites. Ouais. Alors... il n'y a pas un jour, c'est progressivement que je prends conscience de tout ça. D'abord, on me cache un peu les choses. Je réalise, je ne peux pas le développer là, mais il se passe tout un tas de gags où ma femme, j'ai dit à ma femme, dis-moi toute la vérité, rien que la vérité sur le Galen Barré.
à condition que tu me laisses un petit éclat dans la nuit. Très léger, quoi. En gros, je lui dis, mens-moi intelligemment sans me le faire croire. Ça, je lui dis pas, mais elle le comprend très vite. Que j'ai pas envie de savoir, le docteur, il n'y a plus de jus. Non, mon cher ami, vous ne remarcherez plus. J'adore la peinture. J'adore peindre. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, ne vous inquiétez pas, je connais des handicapés qui peignent très bien à la bouche. Waouh, génial. Ah ouais, mais moi, la peinture à la bouche, ça pue de la gueule. Moi, je veux mes mains, quoi. Et voilà, j'ai pas voulu me mettre dans le corps de l'handicapé. Bien sûr, je mets des petites réserves parce que j'ai eu la chance d'avoir une maladie réversible. Hein. Évidemment, quelqu'un qui a la colonne vertébrale brisée, etc., il y a tout un tas de bémols. Je ne veux pas culpabiliser ceux qui sont dans une pathologie qui n'est pas comme la mienne. Mais cependant, je rencontre encore aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais maintenant, je suis retourné au centre de l'Arche, là où il y a des gens handicapés lourds et notamment médulaires, et je suis tout le temps bluffé par je ne vais pas vous donner la liste, mais d'un mec qui est tétraplégique au dernier degré, qui a comme une paille, qui tape sur son ordinateur à un clavier, qui me dit deux, trois choses de l'Arche, là où je suis habité, là où j'ai été hospitalisé, c'est marrant, le lapsus, j'ai habité là-bas, et j'habite toujours un peu là-bas. Et finalement, lui, quand il m'envoie un email, je prends du temps à le lire. Parce que lui, il a pris du temps à l'écrire. Il a mis peut-être 1 heure pour m'écrire, et encore, il va vite, hein, le couillon. Alors, lui, ses mots ont une saveur incroyable, quoi. Et il a une banane, pour reprendre ça. Je suis un triste à côté de lui. Donc, il y a des gens incroyablement merveilleux parce que sans doute, il sait que la vie est fragile. Un jour, il va mourir. Et il en profite. Vous vous rendez compte? Il en profite alors que je connais des pauvres gens heureux qui ont mal au dos. C'est tout. Et ils viennent me dire, mon pauvre vieux. Mais c'est normal, hein, toutes les douleurs, il n'y a pas une échelle de douleur, plus ou moins. On est confronté à ces douleurs, donc il faut faire en sorte que ce ne soit pas... Oh, il faut. J'ai dit il faut, ça c'est mon défaut. Je me dis, en fait c'est de l'injonction personnelle. Je me dis souvent il faut, mais je ne vous dis pas à vous il faut. Il faudrait. Ça serait bien.